Avril 1955, au cœur du Nevada. Nous sommes en pleine guerre froide et un certain Hervé Stockman, un aviateur émérite, qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, s'apprête à passer un entretien pour le moins déroutant. Le jeune soldat est dans la chambre d'un banal motel. Comme on en trouve des dizaines sur le bord des grands axes routiers, il fait déjà très chaud dans cette partie du pays et Hervé se prépare minutieusement. Sa femme lui a repassé sa chemise le matin même et il est en train de nouer sa cravate devant le petit miroir face à lui. Il entend rapidement des pas dans le couloir attenant à sa chambre, puis le bruit d'un papier que l'on glisse par terre. Il regarde en direction de la porte et voit une petite enveloppe blanche au sol. Celle-ci n'est évidemment pas affranchie et ne comporte aucune mention. Pourtant, Hervé attendait cette lettre. 2 membres de la CIA l'avaient contacté en sonnant à son domicile quelques jours plus tôt pour lui proposer un entretien sans lui préciser le poste ni les missions. Il lui avait simplement donné un lieu de rendez-vous. Cette étrange visite n'avait pas démonté le jeune pilote. Hervé s'est ainsi prêté au jeu et s'est présenté au motel évoqué. Il ouvre donc l'enveloppe et trouve un mot sur lequel il est écrit « Chambre 215 à 15h15 précise ». Le jeune militaire s'imagine dans un film d'espionnage. Il regarde sa montre, il lui reste 10 minutes. Hervé se rend donc à la chambre 215, située au bout du couloir, à l'heure dite. Il a face à lui les 2 mêmes agents rencontrés quelques jours plus tôt, en costume, cheveux gominés en arrière. Ils ont 2 grosses mallettes avec eux et une pile de dossiers posés sur la table de cette chambre, qui est presque identique à celle du pilote. Hervé s'installe en face d'eux, un peu dubitatif, et il sent que l'atmosphère devient pesante. Hervé demande assez vite qui serait son futur chef. « Nous ne pouvons pas vous le dire », répond l'un des hommes. Alors, l'aviateur tente une seconde question en demandant ce que seront ses missions. « Nous ne pouvons pas vous le dire », rétorque de nouveau son interlocuteur. Finalement, ce sont uniquement les 2 hommes qui posent les questions. Et la vie d'Hervé est passée au crible. Vie sentimentale, finances, hobby, état de santé mentale, la CIA demande même à interroger ses proches. Rien ne doit être laissé au hasard. Rien ne doit compromettre le plan. Enfin, Hervé passe le fameux détecteur de mensonges avec succès. Hervé ne sait toujours pas où il a mis les pieds, mais il sait qu'il s'appelle désormais Samson. En effet, chaque employé se voit attribuer un pseudonyme pour garantir son anonymat. Hervé ne sait pas où est situé son futur lieu de travail, mais il comprend qu'il est sélectionné pour travailler dans une base ultra secrète. Quelques jours plus tard, le rendez-vous est donné cette fois à l'aéroport international de Las Vegas. À partir de là, il est conduit dans un terminal privé où l'attend un avion spécialement affrété. L'avion n'a pas de logo, uniquement une bande rouge le long du fuselage. Une fois à bord, Hervé, ou plutôt Samson, voit que les rideaux des hublots sont tirés. Il ne doit rien voir et ne doit pas pouvoir localiser la zone d'atterrissage. Il ne le sait pas encore, mais Hervé s'apprête à atterrir sur la zone 51. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à l'histoire de la zone 51, une base militaire américaine qui a suscité d'innombrables rumeurs et de théories du complot autour de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres. Aujourd'hui, je vous parlerai de la véritable histoire de la zone 51 et des raisons pour lesquelles elle a alimenté tant de rumeurs et de fantasmes. Hervé Stockman, ou plutôt Samson de son pseudonyme, est officiellement embauché comme conducteur sur la base militaire qui vient juste d'être créée par la CIA. La zone 51 est en effet déployée en 1955 sur ordre de Richard Bissell, un haut fonctionnaire du gouvernement qui trouve dans cette zone désertique située entre 2 montagnes l'emplacement idéal pour l'armée de l'air. Sur la carte, la zone porte le numéro 51. Sur ordre du président Eisenhower, Richard Bissell doit mener l'un des plus ambitieux programmes jamais lancés aux États-Unis.
C'est ce qu'on appelle un Black Program, un programme secret. Personne ne doit savoir ce qu'il s'y passe, pas même les membres du Congrès, ni l'administration. Les avions civils ont interdiction de survoler la zone et celle-ci n'est même pas répertoriée sur les cartes et les navigateurs. Depuis sa création, l'armée et la CIA y mettent au point des avions espions, comme le légendaire U-2, mais aussi le Blackbird ou encore Nighthawk. D'ailleurs, Sampson, qui n'a jamais vraiment été conducteur, fut le premier pilote à survoler l'URSS en 1956 à bord d'un U-2. Dans l'enceinte de la zone 51, on conçoit également des drones de surveillance et d'autres technologies militaires classifiées liées notamment au renseignement. La zone touche également une autre zone, celle de Yucca Flats, où de nombreux essais nucléaires ont été effectués pendant la guerre froide. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Mais alors, comment expliquer la frénésie autour de l'affaire Roswell jusqu'à aujourd'hui ? Le climat extrêmement tendu de la guerre froide n'a pas favorisé un dialogue transparent entre le gouvernement et les citoyens américains. La raison pour laquelle la zone 51 a été créée en premier lieu était l'espionnage des soviétiques, au cas où ils auraient acquis eux aussi la bombe atomique. Pour espionner sans se faire voir, les militaires utilisaient des ballons sondes, comme ceux retrouvés à Roswell. Ce programme d'espionnage était tellement sensible que l'armée a certainement vu comme une véritable opportunité les rumeurs autour de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres pour éloigner les curieux. Malgré tout, l'armée américaine, confrontée à une pression croissante pour révéler la vérité sur cet événement mystérieux, décide dans les années 1990 de réexaminer les documents liés à cet incident vieux de 50 ans. Cette réévaluation est suivie d'une série de rapports officiels en 1994 et en 1997, demandés par le président Bill Clinton, qui explique notamment que les extraterrestres qui auraient été aperçus n'étaient que des mannequins largués dans le ciel dans le cadre d'études d'impact. Mais les explications apportées n'ont fait qu'alimenter encore plus la fascination pour les phénomènes extraterrestres et les secrets gouvernementaux. Et pour cause, la CIA ne laisse rien filtrer. Même le chef de l'État n'a pas le droit d'avoir accès à certaines informations. Il faut d'ailleurs attendre 2013 pour que l'agence d'intelligence américaine reconnaisse publiquement l'existence de la zone 51 dans des documents déclassifiés. Qu'en est-il des massacres de bétail perpétués dans les années 1960 ? Les massacres d'animaux et notamment de chevaux ont alimenté des théories toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Pour autant, lorsque l'on regarde les différentes enquêtes menées aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde sur ces morts inexpliquées, une multitude de causes ont été invoquées. On a le plus souvent considéré que cela était l'œuvre d'humains malveillants, des possibles rites sataniques, des agressions d'autres animaux, ou tout simplement liées à des causes naturelles. Les ufologues avaient trouvé une hypothèse séduisante à ces phénomènes, mais les extraterrestres n'ont évidemment jamais fait partie des possibilités dans les rapports officiels, notamment ceux du FBI. Enfin, concernant les milliers de témoignages d'enlèvements humains par des extraterrestres, plusieurs hypothèses scientifiques permettent de remettre facilement en cause leur véracité. Le cas de Betty et Barney Hill a fait date, et beaucoup de psychologues se sont penchés sur la personnalité et le récit du couple. L'un d'eux rapporte que via l'hypnose, Betty et Barney Hill ont pu tous les deux développer un syndrome de faux souvenirs. Avant l'hypnose, Betty a raconté des rêves très vivaces à son mari Barney, ce qui explique les éléments communs au témoignage du couple. L'affaire de cet enlèvement ayant été très médiatisée à l'époque, les témoignages suivants se sont en réalité en grande partie basés sur celui-ci. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'on appelle la zone 51 Dreamland, le pays des rêves, ou Neverland, le pays imaginaire. La zone est en effet le seul endroit à susciter autant de fantasmes autour du phénomène extraterrestre encore aujourd'hui. Pour certains chercheurs, cette croyance au phénomène extraterrestre s'est renforcée au même moment qu'une défiance de la population s'est installée vis-à-vis du gouvernement américain et plus généralement vis-à-vis des élites. L'État, mais aussi les multinationales, sont de plus en plus mises sur le banc des accusés à partir des années 1990.
des dizaines de citoyens commencent à se regrouper pour lancer des class actions, des procès fleuves contre de grandes entreprises. Celles-ci sont accusées de corruption, de mensonges, de dissimulation ou encore de manipulation. On reproche à ces grands groupes de polluer ou encore de nuire à la santé des consommateurs pour leur seul profit. La crise écologique se révèle et le modèle capitaliste qui semblait jusqu'alors faire l'unanimité se fissure. Au fil des années, les dirigeants et les personnalités politiques déçoivent et ne parviennent plus à convaincre. La guerre en Irak, les répressions accrues face aux différentes manifestations, ou encore plus récemment les propos de Donald Trump sur le climat et la pandémie de Covid-19, contribuent à rapprocher politique et théorie du complot. Dans ce contexte, l'hypothèse ufologique permet à des citoyens bafoués de croire en une autre réalité, une autre forme de vie, moins mercantile et finalement peut-être plus humaine que sur Terre. À Rachel, la ville la plus proche de la zone 51, cette croyance est encore intacte aujourd'hui. Une foule de curieux continue de se regrouper dans l'unique auberge des environs, nommée Little Alien, en référence au mot alien. On y accède par la route 375, une route déserte où l'on ne croise pas âme qui vive et qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres à travers le paysage rocailleux de l'Ouest américain. L'autoroute est même renommée autoroute extraterrestre, officiellement en 1996 par le gouverneur du Nevada. De l'extérieur, l'auberge ne paie pas de mine. Il s'agit d'un petit bâtiment en bois blanc, de plein pied, qui se détache du sol poussiéreux du désert. La vallée de la mort n'est pas très loin et on y croise davantage de vautours que d'humains. C'est aussi le seul endroit où l'on peut voir plus d'extraterrestres que d'humains. Deux à 3 fois par an, des ufologues en herbe se réunissent dans ce lieu devenu un véritable repère pour discuter de leurs trouvailles et de leurs théories sur la zone 51. Des photographes amateurs proposent leurs clichés, sur lesquels on peut voir des lumières de différentes couleurs aperçues au cœur de la nuit et n'hésitent pas à tenter de convaincre les plus sceptiques. Certains font même des sorties nocturnes pour chercher des ovnis près de la base militaire, en espérant pouvoir un jour y entrer et découvrir ce qu'il s'y cache. Mais pour le moment, la zone 51 n'a pas encore révélé tous ses secrets. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.